Bonjour à tous et bienvenue pour cette session. Alors, on va parler de base de données. J'espère que vous êtes tous dans la bonne salle. On va parler base de données et plus exactement migration de bases de données traditionnelles vers Amazon Aurora. Donc, je me présente, moi je suis Alexis Gunstorn, Solution Architect chez AWS et je serai accompagné aujourd'hui de Gilles Gigliolmoni qui est Tech Lead chez Accor. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est déjà pourquoi migrer et puis comment moderniser. Alors, pourquoi migrer sur le cloud? Déjà, pour pouvoir profiter, comme vous le savez tous, j'imagine, de l'élasticité et de l'agilité offertes par la plateforme AWS, et également de pouvoir réduire ses coûts sur AWS. Pour moderniser, la première étape, ça va être de s'appuyer sur les services managés qui permettent d'automatiser toutes les tâches ingrates d'administration. Et enfin, pour poursuivre cette modernisation, l'idée c'est de choisir le bon type de base de données en fonction de son métier, en fonction de son application. Donc AWS propose un certain nombre de moteurs de base de données. Donc les plus connus pour les bases de données relationnelles, donc on aura Amazon RDS et Amazon Aurora. Mais on a aussi des bases clés-valeurs avec DynamoDB, documents avec DocumentDB, mémoire avec Elasticache, etc., etc. Le but de la session aujourd'hui, ce n'est pas d'aller voir tous ces moteurs-là, mais on va plutôt se concentrer sur la première partie, les bases de données relationnelles, et notamment Amazon Aurora. Alors Amazon Aurora, c'est quoi? C'est un moteur de base de données compatible MySQL et PostgreSQL qui a été conçu exclusivement pour le cloud. Donc c'est performant, scalable. On dit que c'est jusqu'à 5 fois plus performant qu'un MySQL standard. Et bien sûr, c'est hautement disponible parce que le stockage, et on va le voir un peu après, a une particularité sur Aurora qui rend la donnée par défaut et par nature hautement résiliente. C'est bien sûr sécurisé, avec toutes les possibilités de chiffrement au repos et en transit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entièrement géré par le service RDS. Donc il y a très peu de slides, et heureusement. On va faire des démos aujourd'hui, on va mettre les mains dans la console. Donc la première démonstration que je vais vous faire, c'est tout simplement comment on fait pour créer un cluster Aurora sur AWS. Donc, je me connecte sur ma console et je vais dans le service RDS et je vais créer une base de données. Donc, je clique sur Créer une base de données. Je choisis le moteur Aurora dans sa version compatible MySQL dans un mode provisionné, c'est-à-dire qu'on va démarrer des instances, des serveurs provisionnés. Je choisis une version, donc là je vais prendre la plus récente qui est compatible MySQL 5.7. Voilà, je la nomme. Donc on va mettre Submit parce qu'on veut Submit. Et pour le root, je vais mettre root comme dans la version open source de MySQL. Root. Et le mot de passe, je vais avoir besoin de vous pour le retenir parce que c'est un peu compliqué, c'est Toto, Toto. Mais essayez de le taper un jour, c'est pas si simple. Toto, Toto. Là, je choisis la taille de mon instance, donc le nombre de CPU et la mémoire vive. Voilà, R6G large, par exemple. Et dans le cadre de la démo, là, je vais juste mettre une seule instance. Je ne vais pas créer de RIN réplica. On verra plus tard pourquoi. Et tout le reste, je laisse par défaut dans le cadre de la démo. Là. Donc toute la partie réseau, security group, on laisse par défaut. Voilà, hop, et je clique. Donc, en attendant que le cluster se crée, on va faire un peu des dessins. Je vais vous montrer un peu comment ça marche Aurora et qu'est-ce que c'est. Donc, idéalement, dans la vraie vie, on a nos clients à gauche qui arrivent sur Internet vers nos applications. Nos applications, pour qu'elles aient un intérêt, bien souvent, elles vont interagir avec une base de données. Voilà, donc on a notre base de données, Submit 1, avec un disque, un volume attaché, sur lequel vont être écrites et lues les données.
Dans le cadre d'AWS, cette instance de base de données va être déployée dans une zone de disponibilité. Donc une zone de disponibilité, pour mémoire, c'est au moins un data center physique. Et donc sur AWS, dans la région Paris, EUS 3, on a 3 zones, A, B et C. Donc si on a ces 3 zones-là, on pourrait se dire, peut-être pour augmenter un peu notre résilience, on pourrait ajouter une deuxième instance de base de données, avec son petit volume attaché également, qu'on va appeler Summit 2. Et puis on va utiliser le moteur de réplication de MySQL, par exemple, pour répliquer la donnée sur cette seconde instance. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, finalement, par rapport à un MySQL normal. Et en fait, c'est normal parce que c'est MySQL normal. Aurora, c'est pas comme ça que ça marche. Dans Aurora, on va supprimer ça. On va supprimer le stockage attaché aux instances. Et on va le remplacer par un gros stockage distribué qui va être effectivement distribué sur les 3 zones de disponibilité. Donc les données vont être répliquées 2 fois dans chaque zone de disponibilité. Donc 2 fois 3, 6. Il va y avoir 6 copies de chaque bloc de données sur ces 3 zones de disponibilité. Et du coup, vu que la donnée est répliquée au niveau du stockage, on va pouvoir se passer du moteur de réplication. Donc ce n'est plus MySQL et son moteur qui va faire la réplication, c'est vraiment le stockage dans les couches basses qui va répliquer la donnée. Donc là, on a 2 instances. On peut tout à fait, du coup, vu que le stockage est partagé et distribué, avoir une 3e instance, puis pourquoi pas plus, jusqu'à 15. Et pour accéder aux données, on va avoir 2 endpoints, 2 points de terminaison. Le premier pour les écritures, donc on va appeler le writer, qui pointera toujours sur l'instance qui sera responsable des écritures. Et un deuxième endpoint pour les lectures, donc reader, qui lui sera responsable de prendre toutes les lectures et de répartir la charge sur les différents nœuds. Donc là, mon appli, elle va écrire ici. Hop, les données vont être écrites sur le stockage distribué. Et mon appli va pouvoir également lire depuis le endpoint de lecture pour récupérer les données depuis le stockage distribué. Voilà, donc ça c'est le principe Aurora. Donc, on a vu tout à l'heure, j'ai créé un cluster Aurora avec une seule instance. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une deuxième instance, donc un réplica en lecture. Et je vais vous montrer une fonctionnalité assez intéressante d'Aurora qui s'appelle backtrack, ou en français retour arrière. Donc on retourne dans notre console, on a notre instance qui est là, instance 1, on voit bien qu'elle est disponible et qu'elle s'appelle enregistreur, donc, ou writer en anglais, donc c'est elle qui aujourd'hui là prend toutes les écritures, ce qui est logique puisqu'elle est toute seule dans son cluster. Et elle est dans la région Paris, EUS 3, et dans la zone A. Donc dans ce cluster, on va maintenant rajouter un read replica. Donc je clique sur le cluster. Voilà, et je vais ajouter un lecteur ou un read replica. Donc la source de mon read replica, ça va être ma première instance, forcément. Je vais lui donner un petit nom, donc Summit, instance 2, tant qu'à faire. Je choisis la taille, je vais prendre la même taille que l'instance principale. Et pour faire comme sur le schéma, je vais la mettre dans la zone B. Et tout le reste, je laisse par défaut. Voilà. Donc là, on a bien nos 2 instances, 1 et 2. La première, c'est toujours la même, elle est enregistreur, donc writer. La deuxième est lecteur, reader. Donc elle se crée. Voilà. Et donc pour pouvoir accéder à ces instances, maintenant, on va aller retrouver les fameux endpoints que je vous ai montrés sur les dessins, donc reader et writer. Donc on les retrouve ici en bas, donc en français, nom de point de terminaison. Donc le premier qui finit toujours par cluster, c'est le endpoint d'écriture, c'est celui-là, qui finit par cluster. Et le deuxième, qui finit par RO, comme read only, lui va aller distribuer la charge sur les instances en lecture. Voilà, enregistreur, lecteur. Donc là, je vais me connecter sur le writer pour pouvoir aller un peu interagir avec la base et voir comment tout ça fonctionne.
Donc, je vais copier le endpoint d'écriture. Et je vais m'y connecter. Voilà. Et donc, pour m'y connecter, comme je l'ai dit, c'est compatible MySQL. Donc, j'utilise le client open source MySQL. Donc voilà, je copie le endpoint, root, le mot de passe, normalement, vous l'avez retenu. Merci. Et là, je vais juste importer un dump dans mon cluster. Le dump, c'est... j'ai oublié de sélectionner la base. Le dump, c'est un dump de ma généalogie personnelle. Donc, on va retrouver mes enfants, mes parents, tout ça. C'est juste pour voir que ça fonctionne. Voilà. Donc, je sélectionne ma base. Je vois des tables qui ont été créées. Ouf. Et là, je vais sélectionner des enregistrements, à savoir moi. Voilà. Et récupérer mon numéro. Donc, je suis le numéro 9. Et du coup, je vais pouvoir aller chercher mes enfants. Voilà. Où le père égale 9. Donc voilà, j'ai mes 3 enfants, Gabriel, Joseph, Antoine. Et je me rends compte que mon dernier a sa date de naissance qui n'est pas la bonne. Donc, je vais aller modifier ça. Et je vais dire, là, il n'est pas né le 24, mais le 25 août. Et boum, je me suis trompé. Bien sûr, j'ai oublié quelque chose. Normalement, vous l'avez vu. J'ai oublié la clause where. Donc là, j'ai tout écrasé, en fait. J'ai écrasé toutes les données. Donc j'imagine que ça vous est peut-être arrivé dans la vraie vie. Et bien sûr, j'ai fait exprès. Mais le but, c'est de vous montrer une fonctionnalité intéressante qui s'appelle donc backtrack, ou retour en arrière en français, qui permet de revenir à chaud en arrière à une heure donnée et de remettre à chaud les données telles qu'elles étaient à cette heure-là. Donc je fais retour arrière, je vais choisir une date, une heure. Voilà. Très bien. Je clique, et là, à chaud, sans interruption, les données vont être rejouées à l'envers. En fait, les logs vont être rejoués à l'envers pour revenir à l'état précédent et donc réparer ma bêtise. Là, on voit backtracking. Hop, voilà, c'est fini. Voilà, et du coup, si je refais un petit select pour vérifier que les données ont bien été remises comme avant, je me rends compte que c'est bien le cas. Mes enfants ont retrouvé leur bonne date de naissance. Voilà, donc ça, c'était la démo de Backtrack, qui est une fonctionnalité assez intéressante quand même d'Amazon Aurora. Encore une démonstration pour vous montrer une autre fonctionnalité intéressante d'Amazon Aurora, c'est les clones. Les clones, on s'en sert souvent, par exemple tous les matins dans les entreprises, pour pouvoir copier, cloner une base de données de production, pour la mettre en staging, pour pouvoir travailler dessus sans impacter les données de prod. Donc un clone, ça se crée extrêmement simplement, vous l'imaginez, je clique sur mon cluster et je vais simplement créer un clone. Et donc un clone, c'est quoi? Ça va créer un nouveau cluster. Donc je peux lui donner un petit nom différent. Et ce nouveau cluster, en fait, donc il y aura une ou plusieurs nouvelles instances, mais le stockage, au démarrage, sera le même que le précédent. Et c'est pour ça que ça va très vite. La création se crée très rapidement, parce qu'il n'y a pas de copie de données lors de la création. La copie de données va ne se faire que lorsqu'il y aura modification sur la base, sur les données. On va le voir juste après. Donc là, je laisse tout par défaut pour la suite. Hop, et je crée mon clone. Là, j'ai bien un deuxième cluster qui est créé, qui est un cluster de clones, qui se crée. Hop. Et là, je vais me connecter maintenant sur les deux clusters, l'original et le clone, et on va voir comment ça marche. Donc, à gauche, je vais avoir l'original. Donc le mot de passe, normalement, toujours vous le connaissez. Je vais aller chercher le endpoint du clone, maintenant. Hop, je le prends. Et je vais m'y connecter à droite. Donc, vu que c'est un clone, en toute logique, les données au début sont les mêmes.
Qu'est-ce qu'on va vérifier tout de suite? Donc, dans ma base, je vais regarder les tables et je refais une petite requête rapidement. Alors si mes enfants sont toujours là, normalement oui. Voilà, ils sont bien là. Hop, et si je fais la même chose là, j'ai oublié de sélectionner la base. Je devrais récupérer mes enfants également. Très bien. Donc là, on a un clone. Donc si maintenant, à droite, je viens tout supprimer. Donc à droite, je rappelle, on est sur le clone. Donc là, si je fais un drop, qu'est-ce qui se passe? En toute logique, ça ne va pas impacter l'original, bien sûr. Et c'est là où il va y avoir copie de données. Là, à partir de là, le volume de données va commencer à être différent entre le clone et l'original. Et donc à gauche, je vois que mes tables sont toujours là, que mes bases de données sont toujours là, et qu'à droite, je l'ai droppé, donc ça n'y est plus. Voilà. Donc ça, c'est les clones. C'est encore une fois une fonctionnalité assez intéressante d'Aurora. Dernière démo qui concerne la haute disponibilité. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est un élément extrêmement important sur RDS, sur AWS et sur Aurora. Voilà, donc on va tester ça. Donc, on a le schéma de tout à l'heure, avec nos nœuds, notre stockage. Qu'est-ce qui se passe s'il y a le feu ici? Potentiellement, ça fait problème. On devrait perdre notre writer. En toute logique, on ne perd pas nos données, parce que les données donc, sont répliquées sur les 3 zones. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau du endpoint d'écriture? On va le tester. Donc, je reviens à l'état ici où j'ai un cluster avec mes 2 nœuds. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un petit script qui, en continu, va venir, en quelque sorte, faire un ping sur le nœud d'écriture. Voilà, une boucle infinie qui régulièrement fait une requête sur le writer et qui vérifie sur quel type de nœud on tombe. Est-ce que c'est un writer ou est-ce que c'est un reader? Et ce script va nous permettre en fait, de détecter le failover et de mesurer le temps que ça prend. Voilà, si c'est un reader, c'est un reader. Si c'est un writer, c'est un writer. Donc je passe sur les détails, ce n'est pas l'objectif de la session. Donc je lance mon script, donc là ça se connecte toutes les secondes à mon endpoint d'écriture, donc je tombe bien sur ma première instance 1, on me dit que c'est bien un writer, et puis ça me donne la version de 10.2 d'Aurora. Donc maintenant je vais simuler l'incendie en bas à gauche sur le schéma, en faisant ça, donc un basculement, ou un failover en anglais. Et donc là on va voir ce qui se passe. Donc là, ça se connecte toujours sur l'instance 1. Il n'y a pas encore détecté. Hop, ça y est. Donc là, il y a l'incendie, ça brûle, catastrophe. On ne peut plus se connecter au writer. Et hop là, ça y est. Il y a eu un switch. Et on voit que le writer est passé sur l'instance 2. Donc ça a été fait en 9 secondes. Pourquoi c'est si rapide? Encore une fois, c'est grâce au stockage distribué. Il n'y a pas besoin de recopier la donnée, parce que la donnée, elle est déjà là. C'est juste un switch de DNS qui est fait d'une instance à l'autre et l'instance va changer de rôle. Mais la donnée, elle est déjà là, il n'y a pas besoin de la recopier. Et donc là, on voit bien qu'à la fin, on est connecté sur la deuxième instance, qui est devenue writer. Voilà. Et là, on voit bien, l'instance 2 est devenue writer, la 1, lecteur. Voilà, j'ai fini avec mes démos, j'ai fini avec les présentations qui ne marchent pas. Et maintenant, je vais laisser la parole après à Gilles Guglielmoni, qui est donc de chez Accor. Et juste avant, on va vous présenter une petite vidéo de présentation d'Accor avant l'intervention de Gilles. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, Gilles Guglielmoni, Tech Lead du programme de fidélisation Hall de Accor.
Ce programme a été lancé il y a 3 ans et pour faire face à son développement rapide, la plateforme qui le supporte et qui opérait jusqu'alors le précédent programme de fidélisation a récemment été migrée vers AWS. Mais avant de vous présenter la démarche que nous avons suivie pour réaliser cette migration, je vais d'abord vous expliquer pourquoi nous en avons ressenti le besoin en nous remettant dans le contexte de 2020. La plateforme initiale a été développée en Java en 2008. Elle existe alors depuis 12 ans et se compose d'une API REST, de 50 web services, de 5 microservices, Spring Boot, de 3 applications web, Tomcat, ainsi que d'une centaine de batchs. Elle était initialement connectée à une base de données Oracle sur un modèle composé de 300 tables pour 100 millions de comptes clients et une volumétrie totale de 1,5 teraoctets. Et nous étions alors confrontés à différentes problématiques dont les principales étaient d'abord le coût de la plateforme, ensuite une dette technique qui commençait à s'accumuler en raison de la rigidité de son infrastructure, et enfin une faible attractivité pour les développeurs due à une stack technique vieillissante et qui rendait difficile le recrutement de nouveaux talents. Et pour parfaire ce tableau, nous ne connaissions alors quasiment rien au cloud dans l'équipe. Donc vous avez compris que nous partions d'assez loin et la décision de migrer vers le cloud a été mûrie progressivement. Nous souhaitions d'abord migrer un premier composant applicatif comme pour valider notre démarche, puis, selon le résultat de cette expérimentation, poursuivre ou non dans la même direction. Alors, nous avons tout d'abord créé un compte AWS pour mettre en place notre nouvelle plateforme dans l'objectif de migrer nos différents applicatifs vers le service managé ECS qui permet d'exécuter une image Docker en mode serverless, c'est-à-dire sans devoir gérer l'infrastructure sous-jacente. Nous avons ensuite identifié quel composant serait le parfait candidat à cette migration. Il s'agissait du moteur du programme de fidélisation chargé d'intégrer les séjours et de créditer les points sur les comptes des clients. Nous l'avons alors encapsulé dans une image Docker et porté sur le service ECS afin de le faire tourner sur AWS tout en restant connecté à la base de données toujours on-premise. Cette première étape a été réussie, mais nous avons également constaté une latence réseau de quelques dizaines de millisecondes entre la base de données, toujours on-premise donc, et le moteur qui, lui, tournait sur le compte AWS situé dans un autre pays. Et cette latence pénalisait le temps de traitement unitaire de chaque séjour, mais c'était tout à fait normal à ce stade et finalement dû à la distance géographique entre les deux sites. Et c'est à ce moment précis que nous avons pris la décision de migrer toute notre plateforme sur AWS, y compris la base de données donc, car en centralisant toutes nos ressources au même endroit, nous réglerions de fait ce problème de latence réseau. Nous avons alors commencé la migration de nos différents applicatifs, principalement vers des services ECS, donc, mais aussi vers quelques fonctions lambda. Puis, lorsque ce travail a été finalisé, la question s'est alors posée du type de base de données vers lequel nous allions migrer. La facilité aurait été, bien sûr, d'opter pour une base Oracle, car cela aurait beaucoup simplifié sa migration. Mais nous souhaitions, depuis longtemps, nous affranchir des coûts de licence associés, et nous avons alors étudié les autres bases de données relationnelles disponibles avec le service RDS, en nous intéressant particulièrement à PostgreSQL et MySQL. Alors, pour déterminer laquelle de ces deux bases répondrait le mieux à notre besoin, nous avons pris en compte différents critères, bien sûr, à commencer par les performances respectives de ces deux bases, mais aussi notre connaissance propre de ces deux technologies en interne, dans l'équipe, ainsi que leur popularité parmi la communauté des développeurs. Et au final, notre choix s'est porté sur MySQL. Alors certes, un tout petit peu moins performant que PostgreSQL, mais ce critère était largement compensé par les deux autres. Alors, AWS propose deux versions pour MySQL. La version native, RDS MySQL, et la version Aurora qu'Alexis vient de vous présenter. Nous les avons donc comparées et tout d'abord les performances supérieures ainsi que la très haute disponibilité d'Aurora étaient plus alignées avec notre niveau d'exigence. Et par ailleurs, le fait de pouvoir tirer profit sur un cluster Aurora
de l'instance de standby comme d'une base de lecture, au contraire de la version MySQL native, où l'instance de standby reste inaccessible, même en lecture donc, constituer un autre critère déterminant, car de toute manière, nous aurions besoin d'une instance de standby pour garantir la haute disponibilité de la base, et nous avions également besoin d'une base de lecture, car notre application est principalement accédée en lecture. En choisissant Aurora, nous économisions donc le coût d'une base de lecture. Et nous avons alors créé un cluster Aurora MySQL sur notre compte AWS, finalisant ainsi l'architecture de base de notre nouvelle plateforme. Et par le choix des services mis en œuvre, la plateforme ainsi obtenue était entièrement opérée sur des services managés par AWS, dont nous n'avions pas à gérer l'infrastructure, donc, répondant ainsi à l'un de nos objectifs principaux, simplifier notre modèle opérationnel. La prochaine étape a été de convertir le schéma de base de données Oracle au format MySQL grâce à l'application AWS Schema Conversion Tool, qui s'installe sur PC comme n'importe quelle application desktop et permet donc de convertir un schéma de base de données depuis un format source vers un format cible. Alors bien sûr, pour ce qui nous concernait, la source était Oracle et la cible Aurora MySQL, comme on peut le voir ici. Il faut d'abord se connecter à la base source pour récupérer son schéma complet, qui s'affiche alors dans la fenêtre de gauche et qui permet de naviguer à travers les différents objets qui constituent le schéma, que ce soit par exemple ici une table ou encore un trigger ou n'importe quel autre objet. Et le script SQL de l'objet sélectionné s'affiche alors dans la fenêtre centrale. On se connecte ensuite à la base cible pour lancer la conversion du schéma au format MySQL, en l'occurrence. Alors, cette opération prend environ 5 minutes, puis, lorsqu'elle est terminée, on peut visualiser les deux schémas, avec toujours à gauche le schéma source et à droite le schéma converti au format cible MySQL. On peut toujours naviguer à travers les différents objets qui constituent le schéma, mais cette fois, la fenêtre centrale est scindée en deux, avec en haut le script SQL de l'objet au format source, Oracle donc, et en bas son adaptation au format cible, MySQL. Et c'est ainsi que nous avons récupéré le script de création du schéma, converti au format MySQL, que nous avons alors passé sur notre cluster Aurora MySQL, pour pouvoir alors commencer la migration des données depuis la base Oracle vers notre nouvelle base Aurora. Et pour cela, nous avons choisi le service AWS DMS, Database Migration Service, qui permet précisément de migrer les données entre deux bases hétérogènes. Il s'agit d'un service managé par AWS, qui maintient donc toute l'infrastructure nécessaire à sa bonne exécution et qui permet notamment de filtrer les données par colonne ou par ligne, ce qui nous a précisément permis de ne pas migrer certaines colonnes ou certaines lignes de la base Oracle qui étaient devenues obsolètes après 12 ans d'évolution. Ce service permet aussi de valider chaque donnée migrée en comparant la valeur de la donnée dans la base source et après migration dans la base cible. Alors, nous n'avons pas activé cette option en production car elle ralentit considérablement le processus et la volumétrie de la base ne l'aurait pas permis. Mais elle nous a été très utile en recette pour corriger les champs qui étaient mal dimensionnés sur la base Aurora et ainsi renforcer l'intégrité des données migrées. Enfin, DMS migre non seulement les données initialement présentes en base au démarrage du service, mais il enchaîne avec une réplication en quasi-temps réel de la base source vers la base cible. Et cela permet d'anticiper la migration des données bien avant la bascule en production et donc de limiter considérablement la durée d'interruption du service le moment venu, car alors quasiment toutes les données auront déjà été migrées. Pour avoir une illustration, revenons au schéma général, avec à gauche l'on-premise et à droite nos applicatifs migrés sur AWS. Alors ici, nous sommes encore pré-migration, c'est-à-dire que tout le flux est encore orienté sur la base Oracle. Nous avons préconfiguré le service DMS, ici au centre de l'image, en le connectant aux deux bases Oracle et Aurora, puis, au démarrage du service,
les données de la base Oracle ont été progressivement migrées vers la base Aurora jusqu'à ce que les deux bases soient synchronisées. Et grâce à cette réplication continue, le jour de la bascule en production, quasiment toutes les données avaient déjà été répliquées sur la base Aurora. Nous avons alors stoppé tous les flux. Dès lors, la base Oracle n'était plus du tout alimentée. Et le lag de réplication entre les deux bases étant très court, les dernières données insérées sur la base Oracle ont été répliquées sur la base Aurora quelques secondes plus tard. Nous avons alors vérifié que le contenu des deux bases était rigoureusement identique en effectuant plusieurs scripts de contrôle, puis nous avons stoppé le service DMS et enfin réouvert le flux en le réorientant sur la base Aurora. La migration a été effectuée en production le 12 janvier avec toute l'équipe en télétravail de 7h à 11h30 du matin, limitant à une seule demi-journée l'impact sur le business. Alors bien sûr, quelques anomalies ont dû être effectuées, ont dû être corrigées les 2 semaines qui ont suivi, mais ensuite l'application s'est stabilisée et depuis, tout fonctionne parfaitement. Cette migration aura duré en tout 1 an et elle nous aura permis d'accéder à des technologies jusqu'alors inaccessibles. Cela a changé la vie de l'équipe et a littéralement transformé notre application. Tout d'abord, nous avons réduit les coûts de notre plateforme d'environ 30%. Et à cette économie fixe, il faut ajouter celle générée par l'élasticité de la plateforme qui s'adapte automatiquement à la charge réelle tout en tournant sur des services facturés sur le modèle Pay for what you use, donc au final selon l'activité de nos clients. Par exemple, si l'activité diminue, comme ce fut le cas pendant le Covid, les coûts de fonctionnement diminuent également. Par ailleurs, le fait que la plateforme soit entièrement opérée sur des services managés par AWS nous a beaucoup apporté en agilité. Pour vous donner un exemple, nous nous sommes rendus compte, juste après la migration, que la base Aurora était un peu sous-dimensionnée et nous avons pu augmenter sa capacité très simplement à travers la console RDS, d'un simple clic, donc en quelques secondes. Alors, je vous laisse imaginer ce que cette situation, disons cocasse, aurait donné on-premise. Les performances de notre application se sont également nettement améliorées. Sur ce diagramme, on peut visualiser les temps de réponse d'un de nos services principaux qui était aux alentours de 4 secondes et demie avant la migration, puis est descendu vers 1 seconde après la migration. Et on observe la même tendance globale sur tous les services de l'application. Enfin, nous disposons désormais d'une meilleure observabilité sur notre base de données, notamment grâce aux outils de suivi d'activité disponibles à travers la console RDS. L'outil Performance Insight, qui fait partie du lot, nous a par exemple beaucoup aidé pour identifier très rapidement les dernières requêtes restant à optimiser les heures qui ont suivi la mise en production. Nous y avons donc gagné sur tous les tableaux, bien au-delà de nos espérances initiales, et je ne peux que vous encourager à franchir le cap pour ceux qui parmi vous seraient concernés et prêts à le faire. Enfin, ce travail a été le fruit d'une aventure collective réalisée par une équipe très motivée et sans laquelle rien n'aurait été possible. Je tiens donc à remercier Youssef, Benoît, Mouhamadou, Alexandre, Christophe, Manal, Geoffroy, Evry, ainsi que tous les développeurs qui se sont investis sans compter pour mener à bien cette réalisation. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions et je vous remercie pour votre attention. Bravo et merci. Il est temps de conclure. Donc là, ça marche. Donc déjà, pourquoi migrer sur AWS et pourquoi choisir des bases de données managées? Le simple fait de migrer sur des bases de données managées va vous permettre de moderniser votre infrastructure sans effort. L'idée après, c'est de choisir le bon moteur de base de données, que ce soit du MySQL, de l'Aurora, du DynamoDB, on l'a vu au début. Ça va vous permettre d'économiser du temps et de l'argent, comme l'a montré Gilles à l'instant. Et accéder à ces nouveaux services va vous permettre
de développer des applications qui seront plus scalables et distribuées, et ça recommence. Voilà, donc ça sera de toute façon la conclusion. Voilà. Et enfin, on vous laisse l'entière liberté dans votre choix, parce que dans le cas d'Amazon Aurora compatible MySQL, les deux mots compatible MySQL veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Si demain vous n'êtes pas content, vous faites un dump, vous repartez sur du MySQL. Merci. Un dernier petit slide pour vous dire que formez-vous, 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 formez-vous. Il y a tout un tas de formations gratuites, d'autres pas gratuites, pour apprendre la plateforme AWS. Donc, formez-vous et certifiez-vous. Et enfin, laissez-nous votre feedback, c'est très important pour nous améliorer. Merci beaucoup à tous, bonne journée et à bientôt.